L'air vif de la Haute-Savoie n'avait absolument rien à voir avec les embruns glacés de l'Atlantique Nord. Je me tenais sur le perron de ma propre maison à Annecy, mon sac de paquetage pesant lourdement sur mon épaule. Sentant encore le roulis des vagues dans mes jambes. J'avais passé les 6 derniers mois comme plongeuse sauveteuse héliportée dans la marine nationale. À repêcher des naufragés dans des creux de 15 mètres en pleine obscurité. J'étais épuisée. Je voulais juste dormir dans mon propre lit. J'ai ouvert la porte. La chaleur m'a frappé le visage. Une playlist de Noël hurlait dans les enceintes. Ma maison était pleine de monde. Ma sœur Océane était au centre de la pièce, une coupe de champagne à la main. Elle avait l'air de coûter cher. Comme toujours. Mon père, Gérard, m'a repéré le premier. Il n'est pas venu me serrer dans ses bras. Il n'a pas demandé si j'étais saine et sauve. Il a juste levé son verre pour porter un toast. La pièce est devenue silencieuse. Bienvenue à la maison, ma grande, a-t-il dit d'une voix forte et joviale. Tu es officiellement sans domicile fixe maintenant. Ocean Hurricane. Ils avaient l'air si fiers d'eux. Ils pensaient avoir vendu ma maison dans mon dos pour éponger les dettes d'Océane pendant mon absence. Ils s'attendaient à ce que je pleure. Ils s'attendaient à ce que je hurle. À la place, j'ai senti un sourire froid et tranchant comme un rasoir s'étirer sur mon visage. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais découvert avant de monter dans cet avion. Ils ne savaient pas que j'étais rentrée pour leur faire la guerre. Mais avant de vous raconter comment tout a basculé, likez et abonnez-vous, laissez un petit commentaire. D'où regardez-vous cette vidéo? Je m'appelle Ambre Rousseau. J'ai 28 ans. Pour comprendre pourquoi les paroles de mon père à la fête m'ont frappé si fort, il faut comprendre les années précédentes. Il faut comprendre ce que je représentais pour eux. Je n'étais pas une fille. J'étais un compte en banque. Je suis sauveteuse en mer. Mon boulot, c'est de sauter d'un hélicoptère dans des océans gelés pour sauver des gens sur le point de crever. C'est bruyant, dangereux et épuisant. Chaque fois que je saute, je sais que l'océan peut me tuer. J'ai passé des années à entraîner mon corps pour être forte. J'ai appris à retenir mon souffle. J'ai appris à ignorer la douleur. Mais la douleur la plus difficile à ignorer n'était pas l'eau glacée. C'était l'écran de mon téléphone. Je me souviens d'une nuit précise il y a environ 2 ans. J'étais stationnée à Brest. Je venais de rentrer d'un quart de 12 heures. Mes muscles brûlaient. Ma peau sentait le kérosène et le sel. Je me suis assise sur ma couchette étroite et j'ai pris mon téléphone. Mon père m'appelait en FaceTime. J'ai répondu, espérant qu'il me demande comment s'était passée ma journée. Je voulais lui parler du marin pêcheur qu'on avait sorti de l'eau. Je voulais qu'il soit fier. Salut, papa, j'ai dit en me frottant les yeux. La journée a été longue. Salut, Ambre, a-t-il dit. Il n'a pas posé de questions sur ma journée. Il avait l'air stressé. Il était assis dans sa cuisine, celle que j'avais payée pour rénover l'année d'avant. Écoute, ma chérie, on a une petite situation. Mon estomac s'est noué. C'était toujours une situation. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai demandé. C'est Océane, a-t-il dit. Elle traverse une période difficile. Sa voiture est tombée en panne et elle ne peut pas se rendre à ses castings. Elle a besoin d'une nouvelle boîte de vitesse. C'est cher, Ambre. Océane est ma sœur aînée. Elle a 30 ans. Elle n'a jamais gardé un boulot plus de 6 mois. Elle se dit influenceuse ou actrice, mais la plupart du temps, elle ne fait que dépenser de l'argent. Papa, j'ai dit, essayant de garder ma voix calme. Je t'ai envoyé 2000 € le mois dernier pour son loyer. Pourquoi n'a-t-elle pas d'économie? Tu sais comment c'est, a dit papa. Il a agité la main d'un air dédaigneux. Le milieu est dur. Elle construit sa marque, Ambre. Tu ne comprendrais pas. Toi, tu as un salaire fixe qui tombe. Tu as de la chance. De la chance. Il m'appelait chanceuse. Il ne voyait pas les heures que je passais à la salle de sport. Il ne voyait pas la terreur des sauts de nuit. Il ne voyait pas les Noëls passés seuls à la base parce que je n'avais pas les moyens de payer le billet de train pour rentrer. Je n'avais pas les moyens parce que je leur envoyais mon argent. Combien? J'ai demandé. J'étais trop fatiguée pour me battre. 1500, a-t-il dit rapidement. J'ai fermé les yeux. C'était mes économies pour un nouvel ordinateur portable. D'accord, je vais faire le virement. Tu es une bonne fille, a-t-il dit. Il a souri, et pendant une seconde, j'ai ressenti ce sentiment de chaleur dont j'avais tant besoin. Il m'aimait. Il avait besoin de moi. Je vais le dire à Océane, elle sera tellement reconnaissante. Elle n'était pas reconnaissante. 3 jours plus tard, j'ai vu le post d'Océane sur Instagram. Elle n'était pas chez un mécanicien. Elle était à Saint-Tropez. Sur la photo, elle portait une robe à paillettes. Elle tenait un cocktail géant. Mais la chose qui m'a glacé le sang, c'était le sac à son épaule. C'était un sac à main de luxe. J'ai regardé sur Internet. Il coûtait 1800 €. Elle n'avait pas réparé sa voiture. Elle avait acheté un sac. J'ai appelé mon père. Mes mains tremblaient. Papa, j'ai vu les photos d'Océane. Elle est à Saint-Tropez. Elle a acheté un sac. Tu as dit qu'elle avait besoin d'une boîte de vitesse. Oh, Ambre, arrête ça, a lâché papa sèchement. Son ton a changé instantanément. Il n'était plus le père gentil et nécessiteux. Il était agacé. Elle était déprimée.
Elle avait besoin de se remonter le moral. La voiture peut attendre. Pourquoi es-tu toujours en train de compter tes sous? Tu gagnes bien ta vie. Je risque ma vie pour cet argent, j'ai dit, la voix brisée. Ne sois pas dramatique, a-t-il dit. Nous sommes une famille. On and trade. Océane est sensible. Elle a besoin de soutien. Toi, tu es forte. Tu peux encaisser. C'était ça, le récit officiel. Ambre est forte. Océane est fragile. Ambre est le cheval de trait. Océane est le poney de concours. Je suis restée silencieuse. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas exigé le remboursement. J'étais entraînée à endurer les tempêtes. J'étais entraînée à baisser la tête et à faire le job. Je pensais que si je donnais assez, si je les sauvais assez de fois, ils finiraient par m'aimer pour moi, pas pour mon portefeuille. Alors, j'ai continué à envoyer des chèques. J'ai payé pour la nouvelle toiture de la maison de mon père. J'ai payé les cours de théâtre d'Océane. J'ai payé leurs courses quand mon père oubliait son portefeuille. Et puis, j'ai acheté ma propre maison. C'était une petite maison près du lac d'Annecy. Ce n'était pas un château, mais c'était à moi. J'ai mis chaque centime de mes primes dans l'apport. C'était mon sanctuaire. C'était le seul endroit où je n'avais pas besoin d'être une sauveuse. Je l'ai meublé petit à petit. J'ai peint les murs d'un bleu apaisant. Je fermais la porte à clé et je me sentais en sécurité. Avant de partir en mission en mer de Norvège pour 6 mois, j'ai fait asseoir mon père à la table de ma cuisine. Papa, j'ai dit, je te laisse les clés. Vérifie juste les tuyaux. Assure-toi que le chauffage reste allumé. Ne laisse personne habiter ici. Bien sûr, ma chérie, a-t-il dit. Il m'a serré dans ses bras. C'est en sécurité avec moi. Va sauver des vies. On sera là à ton retour. Je lui faisais confiance. C'était mon père. Même après les mensonges, même après l'argent, je pensais qu'il y avait une ligne qu'il ne franchirait jamais. Je pensais que mon foyer était sacré. J'avais tort. Le silence que j'ai gardé pendant des années. Les sacrifices que j'ai faits. Ils ne m'ont pas acheté d'amour. Ils ont juste appris à ma famille que j'étais une ressource à récolter. Ils ont appris que je ne me défendrais jamais. Ils allaient apprendre que tout le monde a un point de rupture. La mer de Norvège est un endroit solitaire. Pendant des mois, mon monde n'était fait que d'eau grise, de ciel gris et de l'orange de nos combinaisons de sauvetage. On travaillait dur. Quand on n'était pas en mission de vol, on entretenait le matériel ou on dormait. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour la vie privée. La connexion Internet sur le navire était lente et capricieuse. Mais environ 2 semaines avant mon retour prévu, on a eu un moment de calme. La tempête s'était calmée. On avait un peu de temps libre. J'étais assise au réfectoire avec une tasse de café tiède. J'avais connecté mon téléphone au Wi-Fi du navire. C'était lent, mais ça marchait. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. C'était juste une habitude. Quand on est loin de chez soi, on cherche des morceaux de chez soi. J'ai ouvert l'application Se Loger. J'aimais bien regarder mon quartier. J'aimais voir l'estimation du prix de ma maison grimper. Ça me donnait l'impression de construire un avenir. J'ai tapé mon adresse. Mon cœur s'est arrêté. D'habitude, l'application montre juste une carte et une estimation, mais cette fois, c'était différent. Il y avait un bandeau en travers de la photo. Un bandeau rouge. Compromis de vente en cours. J'ai cligné des yeux. J'ai cru que l'application buguait. J'ai rafraîchi la page. Le bandeau est resté. Vente en cours. J'ai cliqué sur l'annonce. Mes mains ont commencé à transpirer. Il y avait des photos, de nouvelles photos. Je les ai fait défiler et j'ai eu l'impression que quelqu'un me donnait un coup de poing dans la poitrine. Ce n'étaient pas les vieilles photos de quand j'avais acheté la maison. C'était des nouvelles. Voici mon salon, mais mes meubles avaient été déplacés. Mon fauteuil bleu préféré était poussé dans un coin. Il y avait un vase de fleurs sur la table basse. Je n'avais pas ce vase. Voici ma cuisine. Les plans de travail étaient vides. Ma cafetière avait disparu. Voici ma chambre. Mon lit était fait avec des draps que je n'avais jamais vus auparavant. Quelqu'un était dans ma maison. Quelqu'un l'avait mise en scène. Quelqu'un l'avait mise en vente et quelqu'un l'avait vendue. J'ai regardé le nom de l'agent immobilier, Thierry Duval. Je le connaissais. C'était un agent local avec qui mon père jouait au poker. J'ai regardé le prix. Elle était affichée à 80 000 € de moins que sa valeur réelle. Il la vendait au rabais pour une vente rapide. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. Je suis sortie en courant du réfectoire et j'ai trouvé un coin tranquille sur le pont. Le vent glacial m'a fouetté le visage, mais je bouillonnais de l'intérieur. J'ai appelé mon père. Ça a basculé direct sur la messagerie. Papa, j'ai dit, la voix tremblante. Rappelle-moi tout de suite. J'ai appelé Océane. Elle n'a pas répondu. Je lui ai envoyé un SMS. Pourquoi ma maison est sur Se Loger? Rien. Pas de bulle indiquant qu'elle tapait, juste le silence. Je suis restée assise là, sur le pont en acier froid, à fixer l'océan gris. J'ai essayé de comprendre. Comment était-ce possible? Je possède l'acte de propriété. Mon nom est sur le titre. Comment pouvaient-ils vendre une maison qui ne leur appartenait pas? Puis je me suis souvenu de la procuration. Avant de partir, j'avais signé une procuration limitée donnant à mon père le droit de gérer mes finances en cas d'urgence.
C'était une procédure standard pour le personnel militaire. C'était censé être utilisé si j'étais dans le coma ou si une facture devait être payée et que je n'avais pas accès à ma banque. C'était un outil de protection. Il l'avait transformé en arme. J'ai regardé à nouveau l'annonce. Le statut disait sous compromis. Ça voulait dire qu'ils avaient un acheteur. Ça voulait dire que les papiers étaient signés. Ça voulait dire que la date de signature définitive approchait. J'ai vérifié la date de l'annonce. Elle avait été publiée il y a 3 semaines. Pendant 3 semaines, alors que je sortais des corps de l'eau, mon père et ma sœur faisaient visiter ma chambre à des inconnus. Ils négociaient le prix de ma vie. J'ai senti une larme gelée sur ma joue. Je l'ai essuyée avec colère. Je n'étais pas seulement triste, j'étais furieuse. J'ai senti un basculement en moi. C'était comme la marée qui tourne. Pendant des années, j'avais été la bonne fille. J'avais été la silencieuse. J'avais accepté les miettes d'affection qu'il me lançait. Mais ça, ce n'était pas seulement du favoritisme. C'était du vol. C'était un crime. J'ai regardé à nouveau le téléphone. Océane n'avait toujours pas répondu. J'ai réalisé à ce moment-là qu'il ne se souciait pas de moi. Il se fichait de savoir si j'avais un toit à mon retour. Il pensait probablement que j'allais juste me coucher. Il pensait probablement, Ambre est gentille. Elle nous pardonnera. Elle a un boulot stable. Elle pourra s'acheter une autre maison. Il se trompait. L'Ambre qui était partie il y a 6 mois était une fille. L'Ambre qui rentrait était une soldate. Je me suis levée. Je suis retournée à l'intérieur du navire. Je ne suis pas allée dans ma couchette pour pleurer. Je suis allée au bureau du navire pour trouver une imprimante. J'avais du travail à faire. J'avais besoin d'aide. Je ne pouvais pas mener ce combat seul depuis le milieu de l'océan. J'ai pensé à Inès Lefebvre. On avait fait nos classes ensemble dans la marine. Elle était dure, intelligente et d'une organisation terrifiante. Après son service, elle avait utilisé ses droits pour faire une école de droit. Maintenant, elle était avocate spécialisée dans le droit militaire. Je lui ai envoyé un message sur Facebook. Inès, j'ai besoin de toi. Urgence, problème juridique avec la famille. Appelle-moi, s'il te plaît. Elle m'a appelé via une application audio sécurisée 10 minutes plus tard. Ambre, a-t-elle dit, sa voix était nette et claire. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Je suis vivante, j'ai dit, mais mon père est en train de vendre ma maison. Je lui ai tout raconté. L'annonce, la procuration, le silence de ma famille. D'accord, a dit Inès. Je l'entendais taper furieusement sur un clavier en arrière-plan. Donne-moi ton numéro de sécurité sociale et ton adresse. Je vais sortir les registres fonciers. Reste en ligne. J'ai attendu. Le silence s'est étiré pendant 2 minutes. Le seul son était le bourdonnement du moteur du navire et le cliquetis des touches d'Inès. Oh, Ambre, a-t-elle chuchoté. C'est grave. C'est vraiment grave. Dis-moi, j'ai dit. Je me suis préparée au pire. D'accord, écoute-moi. Ce n'est pas seulement la vente. Il y a une hypothèque. Une quoi? Une hypothèque rechargeable, a expliqué Inès. Elle a été ouverte il y a 4 mois en ton nom. Je n'ai pas ouvert de ligne de crédit, j'ai dit. Ton père l'a fait, a-t-elle dit. Il a utilisé la procuration. Il a signé pour ça. Il a emprunté 140 000 € sur la valeur de ta maison. J'ai eu le tournis. Il avait pris un prêt sur ma maison. Où est l'argent? Je peux voir les relevés de transfert parce que c'est lié au dossier bancaire public de l'acte notarié. Les fonds ont été déposés sur un compte joint. On dirait qu'il est partagé par ton père et Océane Rousseau. Océane, j'ai soufflé. Et ensuite, a continué Inès, sa voix devenant plus froide, l'argent a été sorti. Des gros morceaux. Des paiements à des sociétés de cartes de crédit, des paiements à un concessionnaire de voitures de luxe, et un virement massif à Étoile comme EURL. C'est la marque d'Océane, j'ai dit. Elle a créé une société pour sa carrière d'influenceuse. Donc, a dit Inès, il a hypothéqué ta maison pour éponger les dettes d'Océane et financer son entreprise. Maintenant, il vend la maison pour rembourser le prêt qu'il a contracté. Il la vend pour ne pas se faire prendre. J'ai réalisé, s'il vend la maison, le prêt est remboursé lors de la signature chez le notaire et je me retrouve juste sans maison et sans argent. Exactement, a dit Inès. Et voici le pompon, Ambre, l'acheteur. C'est listé comme une SCI, mais la gérante enregistrée est Camille Vasseur. J'ai ri, un son dur et sec. C'est la meilleure amie d'Océane. Son mari s'appelle Bastien. Il fait de l'achat-revente immobilier. Donc, c'est un travail d'initié, a résumé Inès. Ton père donne la maison aux amis d'Océane avec une grosse réduction. Ils ont probablement promis de reverser une commission à Océane. Ton père rembourse le prêt illégal. Tu rentres à la rue et ils te diront que c'était à cause du marché ou je ne sais quel mensonge. Est-ce qu'ils peuvent faire ça? J'ai demandé. Est-ce légal? Techniquement, la procuration lui donne la capacité de signer, a dit Inès. Mais il a une obligation fiduciaire d'agir dans ton meilleur intérêt. Voler ton capital pour acheter une Mercedes à son autre fille n'est pas dans ton intérêt. C'est une fraude. C'est un abus de confiance. C'est un vol. J'ai senti une rage froide s'installer dans mon estomac.
C'était lourd et solide. Qu'est-ce que je fais? J'ai demandé. La vente est en cours, a dit Inès. Elle n'est pas encore finalisée. La date de signature est fixée au 26 décembre. Le lendemain de Noël, j'ai dit. Tu as du temps, a-t-elle dit. Mais tu as besoin de preuves. Je vais t'envoyer par mail chaque document que j'ai trouvé. L'acte de prêt, les documents de transfert, les relevés. Je veux que tu imprimes tout. Fais un dossier physique. Je le ferai, j'ai dit. Et Ambre, a ajouté Inès, ne leur dis pas que tu sais. S'ils savent que tu sais, ils pourraient essayer de précipiter la signature ou cacher l'argent. Laisse-les penser que tu es dans le flou. Laisse-les penser que tu es la gentille petite fille un peu bête. Je peux faire ça, j'ai dit. Documente tout, a-t-elle ordonné. Chaque SMS, chaque message vocal. Si tu leur parles, enregistre, la loi française permet de produire des preuves si c'est nécessaire pour ta défense. Entendu, j'ai dit automatiquement. C'est bien ma grande, a dit Inès. Occupe-toi d'eux, Ambre. Brûle tout. J'ai raccroché. Mon mail a bipé. C'était d'Inès. Objet, preuve. J'ai ouvert la pièce jointe. Elle faisait 40 pages. J'ai fixé les chiffres. Ma vie, mon travail acharné, mon sang et ma sueur, tout ça réduit à des chiffres sur une page que mon père avait volée pour qu'Océane ait l'air riche. Je suis allée à l'imprimante. J'ai chargé une rame de papier neuve. J'ai regardé les pages sortir une par une. Chaque page était un clou dans leur cercueil. Je n'ai pas attendu que le navire retourne au port. J'ai demandé une permission d'urgence. Je suis allée voir mon commandant. Je me suis tenue droite dans son bureau. Commandant, j'ai dit, j'ai une urgence familiale grave. Je dois rentrer immédiatement. Il a regardé mon visage. Il a vu l'expression dans mes yeux. Il n'a pas demandé de détails. Il a juste signé le papier. Allez-y. On vous met sur le prochain vol de ravitaillement pour Brest. Le voyage de retour a été un flou d'aéroport et de colère. J'ai volé de la base en Norvège jusqu'à Paris, puis de Paris à Lyon, et enfin le train pour Annecy. 21 heures de voyage. Je n'ai pas dormi. Je ne pouvais pas. Mon esprit tournait à toute allure. À l'aéroport pendant une escale de 4 heures, je suis allée au centre d'affaires. J'ai acheté un gros classeur noir. J'ai acheté des pochettes plastiques. J'ai acheté une perforatrice. Je me suis assise à un bureau dans un coin, entourée d'hommes d'affaires en costume. J'ai étalé mes documents. Je les ai organisés chronologiquement. Onglet 1, l'acte de propriété original, mon nom, seulement mon nom. Onglet 2. La procuration, la clause spécifique qui disait à utiliser uniquement au bénéfice de la mandante. Onglet 3. Le prêt hypothécaire, la signature qui ressemblait à la mienne mais ne l'était pas. La date, 14 août, 2 semaines après mon départ. Onglet 4. Les relevés bancaires, l'argent entrant sur le compte, l'argent sortant. 4 000 € pour une location de voiture. 12 000 € aux Galeries Lafayette. 25 000 € pour Étoile comme URL. Onglet 5. Le compromis de vente, le prix dérisoire, le nom de l'acheteur, Camille Vasseur. C'était une histoire de trahison écrite sur papier. C'était indéniable. C'était froid. C'était parfait. J'ai claqué les anneaux du classeur pour le fermer. Le bruit a résonné comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Je suis montée dans le train pour Annecy. Je tenais le classeur contre ma poitrine comme un bouclier. Pendant le trajet, j'ai répété ce que j'allais dire. J'ai imaginé leur visage. J'ai imaginé le faux sourire d'Océane. J'ai imaginé la voix de stentor de mon père. Avant, j'avais peur de la voix de mon père. Quand il criait, je me faisais toute petite. Je m'excusais même si je n'avais rien fait de mal. Je voulais juste la paix. Mais je n'avais plus peur. On ne peut pas avoir peur d'un homme qui crie quand on a affronté des vagues de 15 mètres. On ne peut pas être intimidé par les caprices d'une sœur quand on a tenu un homme mourant dans ses bras. Ils étaient petits. Ils étaient mesquins. Et ils étaient sur le point de perdre. J'ai débarqué à Annecy. C'était la veille de Noël. La gare était pleine de familles qui s'embrassaient. Les gens portaient des bonnets de Noël. Les enfants riaient. Je suis passée devant eux, seule. Je suis allée au comptoir de location de voiture. Il me faut une voiture, j'ai dit à l'employé. Quelque chose de fiable. J'ai eu une berline grise. J'ai jeté mon sac de paquetage sur le siège arrière. Le classeur est allé sur le siège passager, juste à côté de moi. J'ai quitté la gare et j'ai pris l'autoroute. La neige tombait lourdement. Les routes étaient glissantes. J'ai conduit prudemment. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de papa. Et ma chérie, tu arrives quand? On est tous à la maison à t'attendre. C'est la fête. Il mentait si facilement. À la maison. Il voulait dire ma maison. La maison qu'il avait vendue. Je n'ai pas répondu. J'ai conduit à travers les rues familières de ma ville. Tout semblait identique. Les décorations de Noël sur les lampadaires. Les vitrines illuminées. J'ai tourné dans ma rue. J'ai vu ma maison au bout de l'impasse. Elle était éclairée comme un sapin de Noël. Toutes les lumières étaient allumées. Il y avait des voitures garées partout dans l'allée et sur la pelouse. Ma Pelaus.
J'ai vu la petite citadine électrique rose flashy d'Océane. J'ai vu le SUV de papa. J'ai vu un Range Rover que je savais appartenir à Camille et Bastien. Ils faisaient la fête. Ils célébraient la vente. Ils buvaient du champagne acheté avec mon capital. J'ai garé la voiture de location de l'autre côté de la rue. J'ai coupé le moteur. J'ai pris une grande inspiration. Je me suis regardé dans le rétroviseur. J'avais l'air fatigué. Mes yeux étaient cernés. Mes cheveux étaient tirés en un chignon strict. Je n'étais pas la jolie fille qu'il voulait. J'étais la sauveteuse. C'est l'heure, j'ai chuchoté pour moi-même. J'ai attrapé le classeur noir. Je suis sortie dans la neige. L'air froid a mordu ma peau, mais je n'ai pas senti. J'ai remonté l'allée. Je pouvais entendre la musique. C'était du Maria Carey. Je suis arrivée devant la porte d'entrée. Je n'ai pas frappé. C'était ma maison. J'avais une clé. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai poussée. Je suis entrée, apportant avec moi le froid de l'hiver. Je me suis avancée dans le couloir. La chaleur de la maison était étouffante. Ça sentait le parfum cher, les aiguilles de sapin et la bière éventée. Pendant un moment, personne ne m'a remarqué. La musique était forte. Les gens riaient dans la cuisine. J'ai vu des visages que je reconnaissais. Il y avait des voisins avec qui j'avais grandi. Il y avait des amis de lycée d'Océane. Ils étaient tous en train de boire mon vin. Ils se tenaient sur mon parquet en chêne. Je suis entrée dans le salon. Océane a été la première à me voir. Elle se tenait près de la cheminée, portant un pull en cachemire blanc et une jupe argentée à paillettes. Elle ressemblait à un ange. Elle avait l'air de n'avoir jamais travaillé un seul jour de sa vie. Ses yeux se sont agrandis. Elle a tapoté l'épaule de papa. Papa s'est retourné. Il tenait une coupe de champagne. Son visage était rougeaud, probablement à cause de l'alcool. Quand il m'a vu, il n'a pas eu l'air coupable. Il n'a pas eu l'air honteux. Il avait l'air agacé, comme si j'arrivais au mauvais moment. Mais ensuite, il a plaqué un grand sourire de façade sur son visage. Il a levé les mains en l'air. Ambre, a-t-il tonné. La musique a semblé baisser d'un ton alors que les gens se tournaient pour regarder. Regardez qui voilà. L'héroïne est de retour. Il s'est approché de moi. Il a essayé de me serrer dans ses bras. Je n'ai pas bougé. Je suis restée raide comme un piquet, les bras le long du corps. Il sentait le whisky et la menthe. On parlait justement de toi, a-t-il dit en se reculant. Il ne me regardait pas dans les yeux. Il regardait par-dessus mon épaule, s'adressant à la cantonade. Tout le monde, ma fille est de retour de mer. Il y a eu quelques applaudissements. Ça sonnait faux. Puis, papa s'est penché vers moi, sa voix a baissé. Pourquoi tu as cette tête-là? On dirait un fantôme. Va en haut et change-toi. Mets une robe. Tu fais honte à ta sœur. Je ne vais pas en haut, j'ai dit. Ma voix était basse et assurée. Et je ne vais pas me changer. Papa a nervosement. Il s'est tourné à nouveau vers la pièce. Il a repéré Camille et Bastien qui se tenaient près du sapin. Bastien tenait un contrat signé à la main comme un trophée. Papa m'a attrapé le bras. Sa poigne était serrée. Il m'a tiré vers le centre de la pièce. Eh bien, puisque tu es là, a annoncé papa, sa voix tonnant à nouveau. Nous avons une grande nouvelle. Une petite surprise de Noël. Je savais ce qui arrivait. Je sentais mon cœur marteler ma poitrine, mais mon visage restait de marbre. Ambre, a dit papa, avec ce sourire de requin. On sait à quel point tu travailles dur. On sait quel fardeau cette maison a été pour toi. L'entretien, les taxes, c'est trop pour une fille seule qui n'est jamais là. Il a marqué une pause pour l'effet dramatique. Océane Reanate. Elle a regardé Camille et a poussé un petit cri de joie. Alors, a continué papa, on s'en est occupé pour toi. On a vendu la maison à nos chers amis, Camille et Bastien. La pièce a applaudi. Bastien a brandi le contrat en l'air. Papa me regarder, et tendente la gratitud. Bienvenue à la maison, ma chérie. Tu es officiellement sans abri maintenant. Mais ne t'inquiète pas, on a eu un super prix et tu peux rester dans la chambre d'amis chez moi jusqu'à ce que tu trouves une location. La pièce est devenue silencieuse, attendant ma réaction. Il s'attendait à ce que je pleure. Il s'attendait à ce que je dise merci. J'ai regardé papa. Puis j'ai regardé Océane. Puis j'ai regardé les acheteurs, Camille et Bastien. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai souri. C'était un sourire lent et dangereux. Vous avez vendu ma maison, j'ai répété platement. On l'a fait, est intervenue Océane. Elle s'est approchée et a passé son bras autour des épaules de papa. C'est pour ton bien, Ambre. Tu n'es jamais là de toute façon. Et Camille a vraiment besoin d'un endroit pour élever son bébé. Tout le monde est gagnant. Et l'argent? J'ai demandé. Où va l'argent de la vente? Le sourire de papa a vacillé pendant une seconde. Eh bien, sur le compte de la famille, bien sûr. Pour être en sécurité. On va gérer ça pour toi. Le compte de la famille? J'ai dit. Tu veux dire le compte joint que tu partages avec Océane? Les yeux de papa se sont rétrécis. Maintenant Ambre, ne commence pas ça, pas devant les invités. Je pense que les invités devraient entendre ça, j'ai dit. Ma voix est devenue plus forte. Je pense que Camille et Bastien devraient entendre ça.
J'ai levé le classeur noir. Je l'ai posé sur la table basse avec un bruit sourd. C'est quoi ça? A demandé Océane, regardant le classeur avec dégoût. Ça, j'ai dit, c'est une trace écrite. J'ai ouvert le classeur. Je me suis tournée vers la première section. Camille, j'ai dit, regardant directement la femme qui pensait acheter ma maison. Bastien, avez-vous fait une recherche d'hypothèque? Bastien avait l'air confus. Le notaire s'occupe de ça. On signe officiellement le 26. Vous devriez peut-être voir ça, j'ai dit. J'ai sorti la page montrant l'hypothèque rechargeable. Mon père a contracté un prêt de 140 000 € sur cette maison en août, j'ai dit clairement. Il a utilisé une procuration qui n'était valable que pour les urgences. Il n'a pas utilisé l'argent pour une urgence. Il l'a utilisé pour éponger les cartes de crédit d'Océane. J'ai tourné la page. J'ai pointé les relevés de virement bancaire. Regardez, j'ai montré. 15 août, 12 000 € à Visa. 20 août, 4 000 € pour un premier loyer de Range Rover. 25 août, 25 000 € à Étoile comme EURL. Le visage d'Océane est devenu livide. C'est privé, a-t-elle hurlé. Papa, fais-la arrêter. Papa s'est précipité pour attraper le classeur. Ça suffit, Ambre. Tu es ivre. Tu es fatigué. J'ai fait un pas en arrière, arrachant le classeur. J'étais plus rapide que lui. J'étais plus forte que lui. Je m'entraînais à combattre des courants qui pouvaient broyer un bateau. Lui, c'était juste un vieil homme qui volait sa fille. Je ne suis pas ivre, j'ai dit. Je suis sobre et je suis furieuse. Je me suis tournée vers Bastien. Il était pâle. Bastien, j'ai dit. Mon père te vend cette maison pour rembourser ce prêt illégal avant que je ne m'en aperçoive. Il commet une fraude bancaire. Si tu signes pour cette maison, tu achètes un bien volé. Je vais te poursuivre en justice. Je vais bloquer ce titre de propriété au tribunal pendant 10 ans. Tu n'y habiteras jamais. Bastien a lâché le contrat. Il a voltigé jusqu'au sol. C'est vrai? A demandé Bastien, regardant mon père. Gérard, est-ce qu'il y a une hypothèque sur la maison? C'est un malentendu, a bafouillé papa. Il transpirait maintenant. J'allais la rembourser avec le produit de la vente. C'est de la gestion normale. Ce n'est pas de la gestion, j'ai dit. C'est du vol. J'ai sorti mon téléphone. Je leur ai montré l'écran. C'était le SMS d'Inès, mon amie avocate. J'ai déjà signalé l'utilisation frauduleuse de la procuration à la banque. J'ai menti. Je ne l'avais pas encore fait, mais ils ne savaient pas, le compte est bloqué. La vente ne peut pas aboutir. Espèce de... Petite ingrate, a sifflé papa. Son visage s'est tordu en une grimace de haine. Le masque du père aimant est tombé complètement. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai élevé. Cet argent me revient. On partage dans une famille. On partage, j'ai répété. Mais tu n'as pas demandé à partager. Tu es vol. Tu as volé ma sécurité. Tu as volé mon avenir. Tu as volé le toit au-dessus de ma tête pendant que je risquais ma vie pour t'envoyer de l'argent. J'ai regardé Océane. Elle pleurait maintenant, mais pas parce qu'elle était désolée. Elle pleurait parce qu'elle avait peur. Et toi? J'ai dit à son intention. Tu as 30 ans. Trouve un boulot. La pièce était plongée dans un silence de mort. Les invités étaient pétrifiés. Personne ne buvait plus. La musique s'était arrêtée. Sors d'ici, a hurlé papa. Il a pointé la porte. Sors de ma maison. Ce n'est pas ta maison, j'ai dit calmement. C'est la mienne. Mon nom est sur l'acte. Mais ne t'inquiète pas, je m'en vais. J'ai regardé autour de moi les décorations, les gens, le désordre. Ça ne ressemblait plus à un foyer. Ça ressemblait à une scène de crime. Je vais à l'hôtel, j'ai dit. Bastien, Camille, je vous suggère de me retrouver à la brasserie du lac demain matin à 9 h. Si vous ne le faites pas, je vous citerai comme co-conspirateur dans la plainte que je dépose mardi. Je n'ai pas attendu de réponse. Je me suis retournée et je suis sortie. J'ai entendu Océane hurler derrière moi. J'ai entendu papa jeter un verre contre le mur. Il a éclaté. Je suis sortie dans la neige. L'air froid me paraissait pur. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient stables. Je suis montée dans ma voiture de location. Je suis partie. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je suis restée dans un petit hôtel de zone industrielle en bordure de ville. La chambre sentait la cigarette froide, mais c'était mieux que d'être dans cette maison. Je me suis réveillée à 7 h du matin. J'ai pris une douche. J'ai mis mon sweat de la marine et un jean. J'ai attaché mes cheveux bien serrés. J'ai bu le café dégueulasse du hall et j'ai revu mon classeur. À 8 h 45, je suis allée à la brasserie du lac. C'était un petit endroit au bord de l'eau. C'était calme le lendemain de Noël. J'ai pris un box au fond. J'ai posé le classeur noir sur la table. À 9 h pile, la porte s'est ouverte. Camille et Bastien sont entrés. Ils avaient une mine affreuse. Les yeux de Camille étaient bouffis, comme si elle avait pleuré toute la nuit. Bastien avait l'air gris et anxieux. Ce n'était plus le couple confiant et riche de la fête.
Ils ressemblaient à des gens qui réalisaient qu'ils venaient de mettre le pied dans un piège à ours. Ils m'ont vu et se sont approchés. Ils se sont assis en face de moi. Ils n'ont pas commandé de café. Ambre, a commencé Bastien. Sa voix tremblait. Écoute, on ne savait pas. On te le jure. Ton père nous a dit que tu voulais vendre. Il a dit que tu partais t'installer définitivement à l'étranger. Il a menti, j'ai dit simplement. On a versé 10 000 € d'acompte pour le compromis, a dit Camille, la voix chevrotante. Il a encaissé le chèque hier. J'ai hoché la tête. Je me doutais qu'il le ferait. C'est nos économies, a dit Camille, les larmes aux yeux. Bastien fait de l'achat-revente, mais le marché est calme. On avait besoin de cette affaire. Si on perd ces 10 000. Vous n'allez pas seulement perdre 10 000, j'ai dit. J'ai ouvert le classeur. Si vous essayez de finaliser la vente de cette maison, vous allez tout perdre. J'ai poussé le classeur vers eux. Lisez l'onglet 5, j'ai dit. Bastien a ouvert le classeur. Il a lu le texte surligné. C'était une impression du code pénal concernant l'escroquerie et la complicité de fraude. Mon avocate me dit que puisque vous êtes des amis proches d'Océane, j'ai dit, un juge pourrait croire que vous étiez dans le coup. Vous achetez une maison 80 000 € sous le prix du marché. C'est suspect, Bastien. Ça ressemble à un dessous de table. Bastien est devenu livide. On ne savait pas. On voulait juste faire une bonne affaire. Je vous crois, j'ai dit. Mais le tribunal ne le croira pas. À moins que... J'ai laissé le mot flotter dans l'air. À moins que quoi? A demandé Bastien. Il s'est penché en avant. Il était désespéré. À moins que vous ne m'aidiez, j'ai dit. Comment? A demandé Camille. Vous êtes des victimes vous aussi, j'ai dit. Mon père vous a escroqué. Il a pris votre acompte pour une maison qui n'avait aucun droit légal de vendre parce que la procuration était invalide. Dès l'instant où il a utilisé pour son propre bénéfice, il a agi de mauvaise foi. J'ai sorti un bloc-notes. Voici ce qui va se passer, j'ai dit. Ma voix était calme, presque pédagogique. C'était la voix que j'utilisais pour former les recrues. Vous n'allez pas acheter ma maison. La vente est annulée. Bastien a acquiesced vigoureusement. C'est clair. On n'en veut plus. Mais vous voulez récupérer vos 10 000 €? J'ai dit. Oui, a dit Camille. Il ne les a plus, j'ai dit, vérité brutale. Il les a dépensés ou il les a déplacés pour les cacher. Vous ne les récupérerez pas en demandant gentiment. Alors on fait quoi? A demandé Bastien. Vous l'attaquez en justice, j'ai dit. J'ai fait glisser un morceau de papier sur la table. C'était une liste d'avocats qu'Inès m'avait envoyée. Ce sont des avocats spécialisés en droit immobilier, j'ai dit. Vous allez en engager un aujourd'hui. Vous allez porter plainte au civil contre Gérard Rousseau et Océane Rousseau pour escroquerie, abus de confiance et vol. Bastien a regardé la liste. Attaquer ton père, Ambre, c'est ton père. Il m'a volé, j'ai dit. Et il vous a volé. Si vous l'attaquez, vous créez un dossier officiel. Vous prouvez que vous ne faisiez pas partie de l'arnaque. Vous devenez les victimes. J'ai regardé Bastien dans les yeux. Je témoignerai pour vous, j'ai dit. J'apporterai ce classeur au tribunal. Je me lèverai et je dirai que mon père vous a menti, a pris votre argent et a essayé de vendre ma propriété illégalement. Je remettrai les relevés bancaires prouvant qu'il a transféré l'argent à Océane. Camille a regardé Bastien. On doit le faire, Bastien. On a besoin de cet argent. Bastien a pris une grande inspiration. Il a regardé le classeur, puis moi. Tu veux vraiment le faire tomber? A demandé Bastien. Ça va le ruiner. La faillite, peut-être même la prison. J'ai regardé par la fenêtre le lac gelé. J'ai pensé aux nuits froides sur le navire. J'ai pensé aux SMS demandant de l'argent pour une boîte de vitesse qui était devenue un sac à main. J'ai pensé au toast, tu SDF maintenant. Ce n'était pas de la vengeance. C'était pour l'arrêter. Si je ne l'arrêtais pas, il recommencerait. Il me viderait jusqu'à ce que je n'ai plus rien. Il s'est ruiné tout seul, j'ai dit. Je ne fais qu'allumer la lumière. Bastien a hoché la tête. Il a pris la liste des avocats. D'accord, a dit Bastien. On va appeler l'avocat. Appelle aussi Thierry Duval, l'agent immobilier, j'ai ajouté. Dis-lui que l'affaire est annulée à cause de la fraude. Dis-lui que tu le signales à la chambre des agents immobiliers pour avoir mis en vente une maison sans vérifier l'intention du propriétaire. Thierry va perdre sa carte professionnelle. Bastien a raison, Thierry aurait dû faire son boulot. J'ai fermé le classeur. J'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Je n'étais plus la fille impuissante. J'étais le commandant de l'opération. Faites-le aujourd'hui, j'ai dit. Ne le prévenez pas porter plainte, c'est tout. Bastien et Camille se sont levés. Ils avaient l'air secoués, mais ils avaient l'air déterminés. Ils avaient une cible maintenant, et ce n'était pas moi. Je suis désolée, Ambre, a dit doucement Camille. On ne savait vraiment pas, je sais, j'ai dit. Ils sont sortis de la brasserie. Je les ai regardés monter dans leur Range Rover. J'ai vu Bastien prendre son téléphone immédiatement. Je suis restée là un moment, seule dans le box. J'ai pris une gorgée de mon café. Il était froid, mais ça me dérangeait pas. Je venais de transformer les alliés de mon père en ennemis.
Je venais de démanteler son plan en une seule conversation. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS d'Océane. Tu as gâché Noël. Je te déteste. Papa pleure. J'ai regardé le message. Je n'ai pas ressenti de tristesse. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai tapé en réponse. Il ne pleure pas parce qu'il est triste. Il pleure parce qu'il s'est fait choper. J'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué celui de mon père. J'ai payé mon café et je suis sortie. J'avais un dernier arrêt à faire. Je devais aller au tribunal pour demander ma propre ordonnance de protection. La guerre n'était pas finie, mais le vent avait officiellement tourné. L'effondrement ne s'est pas produit d'un coup. Ce n'était pas comme un bâtiment qui explose. C'était plus comme une pourriture lente qui finit par faire s'écrouler le plancher. Je n'ai pas été là pour regarder ça de près. Je suis restée dans ma chambre d'hôtel, puis je suis retournée à la base. J'ai fait mon boulot. Mais j'en ai entendu parler. Dans une petite ville, on entend tout. Et parce que j'avais engagé une avocate, j'ai vu la paperasse. Ça a commencé avec Bastien et Camille. Ils n'ont pas perdu de temps. Ils ont déposé leur plainte le 28 décembre. Ils réclamaient le remboursement de leur acompte, plus des dommages et intérêts pour les frais d'avocat et le préjudice moral. Ils citaient mon père, Océane et l'agent immobilier, Thierry Duval. Comme Bastien était bien connu dans le milieu immobilier local, la nouvelle a circulé vite. L'agent immobilier, Thierry Duval, a été le premier domino à tomber. Je n'étais pas là, mais Inès m'a raconté ce qui s'était passé. Elle a eu le rapport de la commission de discipline. Bastien avait joint les SMS où Thierry admettait qu'il savait que je n'étais pas dans le pays et qu'il ne m'avait jamais parlé directement. Thierry a essayé de dire qu'il suivait les instructions du père, mais la loi est claire. Un agent doit vérifier l'identité du vendeur. Thierry avait ignoré les signaux d'alarme parce qu'il voulait sa commission. 2 semaines après le début du mois de janvier, le visage de Thierry a disparu des publicités locales. Ses panneaux à vendre ont été arrachés des jardins. Sa carte a été suspendue le temps de l'enquête, puis 1 mois plus tard, elle a été révoquée. Il a perdu sa carrière parce qu'il pensait que mon père était intouchable. L'effondrement d'Océane a été plus bruyant. C'était public. Mon avocate Inès a été impitoyable. Elle a fait une demande de saisie des relevés bancaires d'Océane pour prouver où était allé l'argent du prêt illégal. On devait prouver l'enrichissement sans cause. Les relevés sont devenus publics pendant la phase de procédure. Tout le monde a vu. Ils ont vu les 4 000 € pour la location du Range Rover. Ils ont vu les 12 000 € de facture aux Galeries Lafayette pour des frais de garde-robe. Ils ont vu les virements vers Étoile comme EURL qui étaient immédiatement dépensés en soins de spa et en voyage au Mexique. Océane avait construit toute son image en ligne sur le fait d'être une femme d'affaires partie de rien. Elle postait sur la culture du travail acharné. Elle postait sur le fait d'être une boss lady. Maintenant, la vérité éclatait. Elle n'était pas une patronne. C'était une voleuse. Elle volait sa sœur en mission militaire pour s'acheter des sacs à main. La section des commentaires sur son Instagram est devenue toxique du jour au lendemain. Les gens détestent les menteurs. Tu as vraiment acheté ce sac avec la solde de ta sœur. Produce. Voleus. Océane a essayé de supprimer les commentaires. Puis elle a désactivé les commentaires. Puis, environ 3 semaines après Noël, elle a carrément supprimé son compte. Ses partenariats de marque, les shampoings gratuits, les codes promo pour des leggings, tout a disparu. Aucune entreprise ne veut être associée à une femme poursuivie pour fraude. Elle a perdu sa voiture. Le concessionnaire a repris le Range Rover parce que les paiements s'étaient arrêtés. Mon père ne pouvait plus payer. La chute de mon père a été la plus dure à observer. Pas parce que j'avais de la peine pour lui, mais parce qu'il m'avait toujours paru si imposant. C'était le patriarche. C'était celui qui commandait. Maintenant, c'était juste un homme qui se noyait sous les dettes qu'il avait créées. Le procès de Bastien et Camille a gelé ses actifs. Puis la banque est intervenue. Quand j'ai alerté la banque sur la procuration frauduleuse, ils ont lancé une enquête interne. Ils ont gelé l'hypothèque. Ils ont exigé le remboursement immédiat des 140 000 € qu'il avait déjà dépensés. Il ne les avait pas. Il les avait dépensés pour Océane. La banque a entamé une procédure de saisie sur sa propre maison, la maison où j'avais grandi, pour récupérer ses pertes. Ils ont aussi saisi son petit immeuble de rapport à l'autre bout de la ville. Il a essayé de m'appeler. Mon téléphone affichait les appels bloqués dans le journal. 10 fois par jour, puis 20, puis 0. Il a réalisé que je ne viendrais pas le sauver. En février, j'ai reçu une notification du tribunal. Gérard Rousseau a déposé un dossier de surendettement avec liquidation judiciaire. C'était fini. Il a perdu ses locations. Il a perdu son pick-up Ford tout neuf qu'il aimait plus que moi. Je l'ai vu listé sur un site d'enchères judiciaire. Il avait l'air petit sur la photo. Il a été forcé de déménager dans un petit appartement dans un quartier miteux de la ville. Océane a dû emménager avec lui parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Je les imagine là-bas. 2 personnes qui se croyaient de la royauté, vivant maintenant dans une boîte étroite de 2 pièces, blâmant tout le monde sauf eux-mêmes. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas fait de détour pour aller rire devant chez eux. Je n'ai rien posté sur Facebook. J'ai juste regardé les mises à jour juridiques arriver.
Jugement rendu. Active Cisis. Affaire classée. Ce n'était pas de la vengeance. Je n'ai pas fait ça pour leur faire mal. Je l'ai fait pour les empêcher de me faire mal à moi. C'était une question de responsabilité. Et pour des gens qui n'ont jamais eu à rendre de compte, la responsabilité ressemble à une attaque. Mars est arrivé. La neige a commencé à fondre. Les journées ont rallongé. La poussière juridique était retombée. La vente à Bastien et Camille était officiellement morte. L'hypothèque sur ma maison était complexe. Mais comme nous avions prouvé la fraude, la banque a dû s'en prendre aux actifs de mon père, pas à ma maison, pour combler la dette. Inès a fait des miracles. Elle a nettoyé le titre de propriété. Un mardi matin, j'ai reçu l'appel. La maison est à nouveau à toi, Ambre, a dit Inès. Titre propre. Aucune hypothèque. Tu peux réemménager. J'ai conduit jusqu'à la maison. Je me suis tenue dans l'allée. Elle avait l'air identique à avant. La peinture était la même. Les fenêtres étaient les mêmes. J'ai déverrouillé la porte et je suis entrée. La maison était froide. Ça sentait le renfermé. J'ai traversé les pièces. J'ai vu le fantôme de la fête de Noël. J'ai vu l'endroit sur le tapis où j'avais posé le classeur. J'ai vu le mur où mon père avait jeté le verre. Il y avait encore une petite marque dans le placo. Je suis allée dans ma chambre. Mon lit était là. Je me suis assise sur le matelas. J'ai attendu de ressentir du soulagement. J'ai attendu que ce sentiment d'être chez moi revienne, mais rien n'est venu. Ce n'était plus mon sanctuaire. Il avait été violé. Mon père avait marché ici en calculant combien d'argent il pouvait tirer de ma vie. Océane avait marché ici en touchant mes affaires, pensant qu'elle les méritait plus que moi. Les murs avaient des yeux. Le plancher se souvenait de la trahison. Je ne pouvais pas vivre ici. Si je restais, je serais toujours la fille qui a dû se battre contre sa famille pour garder ses clés. Je passerais mon temps à regarder par-dessus mon épaule. Je me suis levée. J'ai pris une décision. J'ai appelé un agent immobilier, pas Thierry Duval, un autre. Une femme nommée Sarah qui avait la réputation d'être honnête. Je veux la vendre, lui ai-je dit. Tu es sûre? A-t-elle demandé. Tu viens juste de la récupérer. Je suis sûre, j'ai dit. J'ai besoin de repartir de zéro. On l'a mise en vente. Cette fois, c'est moi qui ai fait l'annonce. J'ai fixé le prix. Elle s'est vendue en 4 jours. Les acheteurs étaient un jeune couple. Le mari était dans la marine, stationné à la base voisine. La femme était enceinte. Il me rappelait moi-même. Débutant avec espoir, cherchant un endroit pour construire une vie. Quand je leur ai remis les clés chez le notaire, la femme avait les larmes aux yeux. On l'aime tellement, a-t-elle dit. On sent que c'est une maison heureuse. J'ai souri. Elle l'est, j'ai dit. Appropriez-vous-la. Je suis reparti avec un chèque, un gros chèque. Le marché avait grimpé. J'ai regardé le chiffre. C'était beaucoup d'argent. Assez pour acheter une maison plus grande. Assez pour acheter une voiture de luxe. Mais cet argent me semblait lourd. C'était de l'argent lié au drame. J'ai gardé le montant de mon apport original. L'argent que j'avais gagné à la sueur de mon front avant que le drame ne commence. Le reste, le bénéfice, j'en ai fait un chèque à l'entraide marine. C'est une association qui aide les familles des marins décédés ou en difficulté. Ça aide à payer les études des enfants. Ça aide pour les secours d'urgence. J'ai posté le chèque. Puis j'ai cherché un appartement. J'ai trouvé un endroit en ville, à 40 minutes de mon ancien quartier. C'était au 4e étage d'un vieil immeuble en briques. Il avait de grandes fenêtres qui donnaient sur le lac. C'était petit, juste une chambre, une cuisine minuscule et un salon, mais c'était sécurisé. Il fallait un badge pour entrer dans l'immeuble. Il fallait un code pour l'ascenseur. J'ai emménagé un samedi pluvieux. Je n'ai pas apporté grand-chose. J'ai acheté un nouveau canapé, gris cette fois, pas bleu. J'ai acheté de nouvelles assiettes. Je me suis assis sur mon balcon à regarder la pluie tomber sur le lac. J'avais une dernière chose à régler. Je suis allé au tribunal une dernière fois. Je me suis tenu devant un juge. Monsieur le juge, j'ai dit, je demande une ordonnance de protection permanente contre Gérard Rousseau et Océane Rousseau. J'ai soumis les rapports de police. J'ai soumis les preuves de fraude. J'ai soumis les transcriptions des messages vocaux que mon père m'avait laissés quand il était ivre, hurlant que j'étais une traîtresse. Que je lui devais tout. Le juge a regardé le dossier. Il m'a regardé. Il a vu une femme qui en avait fini d'être une victime. Accordé, a-t-il dit. 5 ans sans aucun contact. S'il s'approche à moins de 200 mètres de vous, c'est la prison. Je suis sortie du tribunal. Je me sentais plus légère. Mes pas étaient plus rapides. J'ai conduit jusqu'à mon nouvel appartement. Je me suis garée à ma place. J'ai pris l'ascenseur. J'ai verrouillé ma porte. J'étais seule. Mais pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas seule. J'étais en sécurité. Le silence dans l'appartement n'était pas vide. Il était paisible. Noël est revenu. Cela faisait exactement 1 an depuis la fête de bienvenue. 1 an depuis que mon père m'avait dit que j'étais sans abri. L'hiver savoyard était brutal cette année-là. La neige s'entassait sur mon balcon. Le vent hurlait contre les vitres. Mais à l'intérieur de mon appartement, il faisait chaud.
Je n'avais pas un grand sapin. J'avais un petit arbre artificiel posé sur une table basse. Il n'avait pas de décoration en verre coûteuse. Il avait quelques guirlandes simples et une étoile que j'avais fabriquée moi-même avec du fil de titane récupéré à l'atelier de la base. L'appartement sentait l'ail, la viande grillée et les rires. Je n'étais pas seule. Inès était là. Elle était venue de Paris. Elle portait un pull moche avec un renne dessus. Elle coupait des légumes sur mon petit plan de travail, en débattant de théories juridiques avec Doc. Doc était le médecin de notre unité. C'était un homme calme avec des yeux bienveillants qui avait recousu ma main plus de fois que je ne pouvais le compter. Il essayait actuellement de faire entrer un énorme plat de bœuf mariné dans mon petit four. Ramirez et Shaw étaient là aussi. C'étaient des plongeurs sauveteurs de mon équipe. Ils étaient assis par terre en train de jouer à un jeu vidéo sur la télé, se lançant des insultes amicales. Tuchai, cha, hulai Ramirez. C'était un bug. Apprends à jouer, Ramirez, riait Shaw. Je me tenais dans l'embrasure de la cuisine, un verre à la main. Je les regardais. C'étaient ces gens-là qui me connaissaient vraiment. Inès savait à quel point j'avais eu peur quand j'avais déposé plainte la première fois. C'était elle qui répondait au téléphone à 2 heures du matin quand je pleurais parce que l'idée d'un père me manquait. Doc connaissait mes limites physiques. Il savait comment me calmer après une mission difficile quand mes mains ne s'arrêtaient plus de trembler. Ramirez et Shaw savaient que je ne les abandonnerais jamais dans l'eau. Ils me confiaient leur vie, et je leur confiais la mienne. Ils ne voulaient pas mon argent. Ils s'en fichaient de ma maison. Ils n'ont pas demandé de carte de crédit ou de sac de luxe. Ils voulaient juste être là. Ils avaient traversé le pays pour manger des tacos dans un petit appartement parce qu'ils m'aimaient. Ha, Ambra. A Koreanaise. Arrête de rêvasser, aide-moi avec le guacamole. J'ai besoin d'un chef. J'ai souri. J'arrive. Je me suis approchée et j'ai pris un couteau. On a cuisiné ensemble. On se donnait des coups de coude dans la cuisine minuscule. C'était chaotique, sale et bruyant. On a mangé assis par terre et sur le canapé parce que je n'avais pas de table assez grande. On a raconté des histoires sur nos classes. On s'est moqué de notre commandant. On a parlé de l'avenir. Personne n'a mentionné mon père. Personne n'a mentionné Océane. Leurs noms n'avaient pas leur place ici. C'étaient des fantômes d'une vie antérieure. Plus tard dans la nuit, la neige a cessé de tomber. Le ciel s'est dégagé. Je suis sortie sur le balcon pour prendre l'air. Inès aimait Suave. Elle m'a tendu un mug de chocolat chaud. Ça va? A-t-elle demandé. J'ai regardé le lac gelé. C'était sombre et immobile. Ouais, j'ai dit, et je pensais vraiment. Ça va super. C'est beaucoup mieux que l'année dernière, a dit Inès. C'est un autre monde, j'ai dit. J'ai réfléchi au mot famille. Pendant 28 ans, j'ai cru que la famille, c'était les gens avec qui on partageait de l'ADN. Je pensais que c'était une obligation. Je pensais qu'on devait les laisser nous faire du mal parce que le sang est plus épais que l'eau. C'était un mensonge. Un mensonge raconté par des gens qui voulaient vous utiliser. La citation complète est en fait, le sang de l'alliance est plus épais que l'eau du ventre. Les liens que l'on choisit sont plus forts que les liens de naissance. Mon père et Océane étaient ma biologie. Mais ces gens à l'intérieur, qui riaient, mangeaient et nettoyaient le bazar, ils étaient ma famille. La loyauté est un choix. La présence est un choix. L'amour est un verbe. C'est quelque chose que l'on fait, pas seulement quelque chose que l'on dit. Mon père a choisi l'argent. J'ai choisi la paix. J'ai pris une gorgée de chocolat. C'était sucré et chaud. À l'intérieur, Shaw a poussé un grand cri de joie alors qu'il battait enfin Ramirez au jeu. Toute la pièce a éclaté de rire. J'ai tourné le dos au lac sombre et froid. J'ai tourné le dos aux souvenirs de la grande maison et des promesses vides. J'ai ouvert la baie vitrée et je suis retournée à l'intérieur. Dans la chaleur et le bruit des gens qui en avaient vraiment quelque chose à foutre de moi. J'étais chez moi.